Le patron du SAC serait libéré ce soir. Ouverture demain du débat sur la transformation de la région. Les honneurs militaires rendus à l'ambassadeur de France. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de développer donc l'ensemble de ces informations, tout d'abord cette nouvelle qui date du début de la soirée, la très prochaine libération de Pierre Debizet, le secrétaire général du SAC. C'est Françoise Laurence Guérin, magistrat instructeur chargé de l'affaire d'Auriol, qui a dit oui à cette demande de l'avocate de Pierre Debizet. Le parquet ne s'opposerait pas à cette décision et la libération est donc prévue pour les minutes à venir. Bruno Lodref. Pierre Debizet, secrétaire général du service d'action civique, le SAC, est arrêté le 24 juillet dernier. C'était quelques jours seulement après la découverte de la tuerie d'Auriol, dont l'une des victimes, Jacques Massier, était le dirigeant local du SAC. Rapidement, les auteurs des meurtres, tous membres de l'organisation, étaient arrêtés. Pierre Debizet, au terme de sa garde à vue, avait été inculpé de complicité d'homicide volontaire et de séquestration. Maître Mialou, son défenseur, avait demandé à plusieurs reprises sa libération, sans succès jusqu'à ce jour. Voilà, notre dispositif est en place. À tout moment, Isabelle Béchler, qui se trouve devant la prison des Baumettes, peut intervenir si la libération de Pierre Debizet intervient d'ici la fin de ce journal. La politique va reprendre tous ses droits tout au long de la semaine, puisque c'est demain que seront frappés les 3 coups de la rentrée parlementaire. Rentrée avec un mois d'avance sur le calendrier habituel, ce sera donc une session extraordinaire. Il faut dire que les députés n'auront pas trop de ces semaines supplémentaires pour aborder les multiples dossiers soumis à leur appréciation. Assurément, le plus gros d'entre eux, c'est celui de la régionalisation. On avait commencé à en parler en juillet, mais on est loin de la fin. Il s'agit surtout maintenant de savoir comment seront réparties les compétences entre communes, départements et régions. Il s'agit aussi de définir très précisément la façon dont vont être élus les futurs conseillers régionaux, car là tout va changer. Et si le projet va à son terme, ce sera l'aboutissement d'une très vieille idée qui a toujours divisé la classe politique. Lorraine Cusin. Référendum du 27 avril 69, De Gaulle propose de créer la région, réelle collectivité territoriale, dotée de réelles responsabilités. Pour lui, une des leçons de 68, c'est que l'effort multiséculaire de centralisation ne s'impose plus. Les 22 régions instituées en 59 et 64 n'étaient guère que des circonscriptions d'application économique du plan. C'est beaucoup de faire renaître nos anciennes provinces, aménagées à la moderne, sous la forme de régions, de leur donner les moyens nécessaires pour que chacune règle ses propres affaires, tout en jouant son rôle à elle. Mais c'est le non à la personne même du général de Gaulle qui l'emporte. 11 ans plus tard, Mitterrand fait campagne à Ajaccio. Peut-être fallait-il forger l'unité nationale par le moyen d'un État fort. Mais quelle sottise que de s'en tenir, en dépit du temps qui passe, aux données d'il y a bientôt 2 siècles, plutôt que de considérer l'évolution des temps. Et moi, je suis de ceux qui pensent que s'il a fallu centraliser pour unir, aujourd'hui, si l'on veut unir plus encore, non seulement il faut décentraliser, mais il faut assurer l'unité nationale par sa diversité. En 1972, la région est réorganisée. Le conseil régional, composé de parlementaires, de représentants des départements et des communes, délibère. Le comité économique et social donne des avis, le préfet de région décide. Mais pour Pompidou, la région ne doit pas être un instrument de division de la nation. La conscience régionale s'éveillera hors de ces instances sans grand pouvoir. Le gouvernement actuel propose de créer une nouvelle légitimité. Les conseils seront élus au suffrage direct. Tout élu gagne en efficacité lorsqu'il est ainsi désigné. À l'heure actuelle, le conseil régional est élu au 2 second et souvent au 3e degré, ce qui fait qu'il n'a qu'une responsabilité très limitée qu'on constate quotidiennement. Dans la nouvelle opposition, ils seront peu à refuser toute décentralisation, mais beaucoup préfèrent améliorer la loi de 72. Nous disposons déjà de 2 collectivités territoriales qui ont fait leurs preuves, la commune et le département. En allant trop vite en matière régionale,
en élisant immédiatement les conseils régionaux au suffrage universel, nous risquons, je le crains, de créer un échelon administratif supplémentaire qui compliquera les choses plutôt qu'il ne les facilitera. Il est certain que 3 collectivités élues au suffrage direct doivent avoir des pouvoirs. Et la difficulté sera de répartir précisément les responsabilités spécifiques de chacune. Alors en attendant la transformation de ces conseils régionaux, leur fonctionnement se poursuit avec à la clé l'élection de nouveaux responsables. C'est ainsi que pour parler des élus importants, en tout cas des grosses régions, Michel Pézet succède à Gaston Defferre à la tête de Provence-Côte d'Azur. Maître Pézet est déjà adjoint du ministre à la mairie de Marseille. Pour Rhône-Alpes, c'est Charles Béraudier, premier adjoint du maire de Lyon, c'est un centriste, qui remplace Michel Durafour. Enfin, Jean-Pierre Chevènement, qui a été réélu en Franche-Comté, a fait savoir qu'il ne resterait pas en place très longtemps. Il est contre le cumul des mandats. Du côté de l'opposition, ouverture aujourd'hui de l'université d'été du Parti républicain à la Canourgue. Nous ne sommes plus exactement en France, a dit Lionel Stoléru, nous sommes en France socialiste. Et puis toujours à propos de la rentrée parlementaire, c'est Georges Marchais lui-même qui, pour le Parti communiste, répondra à Pierre Mauroy. Pierre Mauroy qui, hier à Lille, avait dit aux commerçants qu'il était nécessaire de revoir la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat et qu'il fallait compenser chaque création de grandes surfaces à l'extérieur des villes par une superficie égale pour les petits commerces à l'intérieur. Jean Lebert. Les surfaces commerciales sont des éléments primordiaux dans l'animation des villes et doivent s'intégrer et participer à leur aménagement. Je suis personnellement enclin à demander aux grandes surfaces de veiller à compenser, je dirais, chaque mètre carré créé en périphérie par un mètre carré qui pourrait être créé aussi en centre-ville. Pierre Mauroy a réaffirmé que l'urbanisme commercial ne devait pas se faire au détriment de la ville. La loi Royer de 1973 réglemente sévèrement les créations nouvelles de grandes surfaces. Depuis 1976, 805 supermarchés et 87 hypermarchés ont vu le jour. Pour la plupart, à la périphérie des villes, c'est-à-dire là où le prix des terrains est sans commune mesure avec ceux des centres-villes. Ainsi se crée une sévère concurrence face aux petits commerçants, obligeant petit à petit les commerces de détail à fermer. Pour les 4 dernières années, 7% des petits commerces ont définitivement baissé leurs rideaux dans le centre des villes. Reste à savoir si en période de hausse des prix, l'animation du cœur des villes chère au maire de Lille est compatible avec la relance économique prônée par le Premier ministre. Car pour l'instant, selon certains, les prix pratiqués dans les hypermarchés sont en moyenne inférieurs de 15% à ceux du commerce de détail. Oui, la veille à Douai, pour rassurer les chefs d'entreprise, le Premier ministre avait fait savoir qu'il n'était pas question de remettre en cause le droit de décider du chef d'entreprise, ni d'instaurer, je le cite, je ne sais quel droit de veto sur les licenciements. Il s'agissait en fait d'une réponse à une proposition de la CGT, qui souhaitait non pas vraiment un droit de veto, mais dans ce cas-là, la possibilité d'un recours suspensif. Réaction tout à l'heure de la CGT. Nous n'avons jamais demandé le droit de veto des comités d'entreprise, puisque droit de veto signifie pratiquement interdiction absolue. Nous avons toujours, par contre, réclamé un droit de recours suspensif sur un certain nombre de mesures, ce qui n'est pas du tout la même chose, ce qui implique, disons, une certaine obligation de discuter et de négocier sur un certain nombre de sujets tels que les licenciements, les restructurations ou d'autres problèmes. Un pouvoir consultatif, donc. C'est pas exactement un pouvoir consultatif, mais effectivement ça va dans le sens d'une meilleure prise en compte de l'intervention de l'opinion des travailleurs, qui doivent pouvoir ne pas être réduits au simple rôle d'exécutants, et leurs organisations syndicales doivent pouvoir jouer un rôle actif dans l'intérêt à la fois des travailleurs et aussi de l'intérêt national, ce qui pour nous est la même chose. Tout à l'heure, François Sérac était l'hôte de Pierre Dreyfus, le ministre de l'Industrie. C'est sans doute l'un des dossiers qu'ils ont ensemble abordé. Sans doute aussi ont-ils parlé du futur impôt sur la fortune et du fait de savoir s'il englobe ou non l'outil de travail, donc pour les chefs d'entreprise. En tout cas, le principe d'un tel impôt semble être favorablement accueilli par les Français. Ils sont très largement d'accord. Dans un sondage Sofres que publie demain le Provençal, il faut dire que 94% des sondés estiment ne pas être concernés par la future mesure, ce qui facilite les choses, bien sûr.
La rentrée scolaire, Catherine Lalumière, ministre de la Consommation, annonce une série d'actions pour lutter contre certaines des hausses que nous avions dénoncées la semaine dernière et aujourd'hui encore dans Antenne de Midi. Le ministre veut interdire les ententes, réformer les circuits de distribution, vérifier l'application correcte de l'étiquetage. Et elle a lancé une opération test et elle fera le point dans 10 jours dans le Conseil des ministres, au cours d'un Conseil des ministres. Il faut dire qu'à en croire le reportage de Philippe Plassard, elle aura du pain sur la planche. C'est vrai, c'est devenu un lieu commun de dire que la rentrée coûte cher. Et cela, quelles que soient les disciplines. Mais cette année, c'est dans le technique que tous les records sont battus. En fait, chaque famille constitue un cas d'espèce, et il n'existe pas de budget de rentrée type. Prenons un exemple. La famille Compin, dans la région parisienne, le père est électronicien, la mère secrétaire. Leur fille Nathalie rentre cette année en seconde T1. Beaucoup de maths et 8 heures d'atelier par semaine. Il m'a annoncé 30% d'augmentation. Là, j'en ai eu pour 90 francs. C'est en allemand, oui. Ouais, bah là, j'ai 8 bouquins. Alors, j'ai là, par exemple, la technologie, l'allemand, parce que je néglige pas les langues, enfin, je continue mes langues. Déjà, ces 2 bouquins sont neufs, et j'en ai eu, enfin, ma mère en a eu pour 90 francs. Et en tout, il y en a à peu près pour 430 francs. Alors là, j'ai Pia Coulisses. J'en ai besoin, indispensable, technique, les compas. Et puis, enfin, déjà, c'est cette boîte-là, Pia Coulisses et compas, il y en a pour 350 francs. Ah, eu 2. Il va falloir que j'ai des Rotring. C'est ça. Enfin, ça un Rotring, ça écrit très fin, il y a de l'encre, ça se bouge souvent, alors il faut changer. Et ça coûte 50 francs, ça. La pièce? La pièce, oui. La boîte à outils complète, 650 francs. Et ce n'est pas tout. Il faut une blouse pour la chimie et un bleu de travail pour l'atelier. L'addition est vite faite, 1300 francs au minimum. Sans compter l'assurance, le transport et les vêtements de sport. On arrive vite à 2000 francs. Je calcule, je vois avec la liste des professeurs, je ne vais pas acheter n'importe où et je méfie des publicités ou des petits gadgets qui en fait coûtent très cher et ne servent pas à grand chose. Surtout que dans le technique, alors que ça coûte plus cher que l'enseignement classique et moderne, je crois qu'il faudrait qu'il y ait une allocation, qu'on aide, parce que ce qui est possible pour une fille ne l'est pas quand on a plusieurs enfants, je pense, qui vont dans l'enseignement technique. Et puis, ces considérations économiques ne doivent pas entraver le choix que font les enfants pour leur carrière. Mais peut-on réduire ces dépenses? Nathalie et sa mère ont interrogé le proviseur du lycée. Il existe une coopérative scolaire qui permet de regrouper des achats ou l'aide de certains professeurs, par exemple pour le matériel de dessin industriel. On peut espérer une économie de l'ordre de 10%, un peu plus peut-être pour le rachat des livres d'occasion que vous pourriez faire à l'occasion de l'organisation des bourses de livres. Quels moyens autres vous voyez pour aider les élèves de l'enseignement technique, parce que c'est tout de même important comme dépense? Eh bien là, il me paraît difficile de faire plus que cela. La rentrée coûte cher pour les parents, c'est incontestable. Oui, et puisque nous parlons hausse des prix, sachez que la facture pétrolière de la France s'est aggravée de 21% pour les 7 premiers mois de l'année. Et pourtant, la consommation diminue. Les obsèques de Louis Delamarre, l'ambassadeur de France à Beyrouth, assassiné vendredi, a été inhumé cet après-midi dans le petit cimetière de Tourgeville, une commune de Normandie dont il était le conseiller municipal. Dominique Merlin était là. 24 heures après son départ de Beyrouth, la dépouille mortelle de Louis Delamarre, transportée par un transal de l'armée française, recevait les honneurs militaires du 11e régiment d'infanterie. Aux côtés de Madame Delamarre, arrivés du Liban par avion spécial, Claude Chesson, Jean-Pierre Cotte et Pierre Bérégovoy, représentant le chef de l'État. Un hommage officiel à la personnalité du diplomate, mais surtout un adieu à l'ami qu'était pour eux Louis Delamarre. Le conseil municipal de Tourgeville portait le cercueil, car Louis Delamarre était aussi conseiller de ce petit village de quelques centaines d'habitants, où il est né et où il repose aujourd'hui. Cérémonie très simple au cimetière de Saint-Pierre de Tourgeville, ainsi l'a voulu la famille. Seule son épouse, ses 5 enfants et une poignée d'amis l'ont accompagné jusqu'à sa tombe. L'unique éloge funèbre que retiendra le monde est celui d'un ministre libanais au départ de Beyrouth de la dépouille mortelle. Au service de la France, Louis Delamarre est mort au service du Liban.
La répression en Égypte, les 1500 intégristes musulmans et coptes arrêtés ces derniers jours seront jugés, a fait savoir le vice-premier ministre au terme de cette vaste rafle dans les milieux de l'opposition à Anwar el-Sadat. Parmi les leaders arrêtés, le pape des coptes, Shenouda III. Cette scène touchante, c'était il y a 9 ans. Tout semblait aller bien entre le président Sadat et le pape des coptes orthodoxes, Shenouda III. Aujourd'hui, c'est la rupture. Le pape Shenouda est un politicien qui exploite la religion à des fins personnelles, affirme Anwar el-Sadat. C'est pour cela que je le destitue. De fait, on ne sait peut-être pas tout, mais la vérité c'est qu'entre la majorité musulmane égyptienne et les 8 millions de chrétiens coptes, l'entente a toujours été fragile et provisoire. Les chrétiens en Égypte, ce sont des pauvres et une intelligentsia qui a du mal à s'exprimer dans la nation. Nous sommes considérés comme des citoyens de catégorie inférieure, n'hésite pas à dire les chrétiens coptes. Shenouda III n'existe plus, le chef de l'État égyptien en a décidé ainsi, un point c'est tout. Pour le musulman Anwar el-Sadat, il n'y a pas de frontière entre le monde de la politique et celui de Dieu, il entend être le chef des deux. Mais est-ce une position possible encore en 1981 ? Oui, Shenouda III qui a été destitué, non pas arrêté. Alors, Pierre Serra, il faut essayer de comprendre un petit peu quels sont les rapports complexes des deux communautés chrétiennes et musulmanes en Égypte. Écoutez, les chrétiens sont environ 7 millions sur 43 millions d'habitants. C'est une communauté importante, mais évidemment minoritaire, et ils ont peur. Ils ont peur notamment, comme lorsque l'année dernière, le président Sadat, faisant un discours, dit « l'Égypte est un pays musulman qui puise les textes de ses lois dans le Coran ». Et bien à ce moment-là, évidemment, les chrétiens ont froid dans le dos. Et le pape qui vient d'être destitué était un homme, c'était pas un activiste, mais en fait c'était quelqu'un qui avait un peu la tête près du bonnet et qui était très susceptible à l'égard de sa communauté. On ne comprend pas beaucoup pourquoi Anwar el-Sadat n'hésite pas à détériorer un petit peu son image de marque à l'étranger, qui était relativement bonne. Je crois qu'il y a à cela deux raisons. Une première qui est, si vous voulez, circonstancielle. D'abord, Sadat a besoin de faire valoir qu'il ne faut pas que Washington lui joue le coup du chat en quelque sorte, et vous savez que M. Begin se trouve là-bas, et donc il faut que Sadat fasse valoir qu'il a une opposition importante qui risque, et deuxième raison très importante, c'est que c'est grave et profond. Si Sadat accepte de casser son image, c'est justement qu'il y a une raison profonde, et en fait, effectivement en Égypte on peut se dire aujourd'hui, ce que nous disait il y a quelque temps quand je me trouvais au Caire, le leader des intégristes musulmans Tel Messani, avant qu'il soit arrêté bien sûr, dans l'affaire du fondamentalisme et de l'intégrisme musulman, la peur n'est pas de notre côté, mais du côté du pouvoir. Pas de perspective de normalisation entre Paris et Téhéran, a dit le ministre iranien des Affaires étrangères dans un entretien au Monde. Et pendant ce temps, l'ex-président Bani Sadr lançait lui un appel à la résistance du peuple iranien. Et l'ayatollah Khomeini, dans une déclaration qui ne manque pas de piquant, estime que son pays est actuellement le plus stable du monde aujourd'hui. Pologne, suite du congrès de solidarité qui s'enlise quelque peu dans les querelles de procédure et qui pour l'instant fait moins parler de lui que l'étonnante évasion de la prison de Bydgoszcz. Maurice Werther. Étrange révolte, étrange évasion à la prison de Bydgoszcz. Les détenus de droit commun, rendus furieux parce qu'un gardien avait blessé un jeune détenu qui cherchait à s'évader, se révoltent et s'évadent en masse. Ceux qui restent occupent la prison et font la grève. Ce qui est étonnant, c'est que la population de Bydgoszcz a soutenu les détenus de droit commun et les a aidés à s'évader, tout simplement parce qu'eux aussi, ceux de Bydgoszcz, sont en colère. Après les événements sanglants du 19 mars, une enquête avait été ouverte, mais elle vient d'être close sans qu'aucune sanction ait été prise contre les forces de l'ordre responsables du sang versé. Les événements de la prison n'ont en principe aucun rapport avec le Congrès national de solidarité qui se poursuit à Gdansk. Pourtant, des représentants des prisonniers ont pris contact avec les délégués locaux de solidarité. Une rencontre plutôt compromettante pour le syndicat polonais Nouvelle Manière. Oui, à l'instant, on apprend que les prisonniers révoltés de la prison de Bydgoszcz donc viennent de mettre fin au mouvement de protestation et qu'ils ont été transférés dans le calme, paraît-il, dans d'autres établissements pénitentiaires. Un terrible incendie ce matin à Manchester, en Grande-Bretagne. Quelques 300 familles ont dû être évacuées pendant plusieurs heures. Le feu s'était déclaré dans une usine de produits chimiques. Plus de 200 pompiers ont mis 6 heures pour circonscrire le sinistre. Vous le voyez, impressionnant. Un nuage toxique a longtemps inquiété les responsables de la sécurité. Mais ce soir, tout va bien à Manchester. Une manifestation insolite aujourd'hui à Paris devant les ambassades du RSS, d'Afrique du Sud et d'Argentine pour protester contre la violation des droits de l'homme dans ces trois pays. Il s'agissait d'une cinquantaine de lycéens de Lorient qui, pour manifester, ont commencé chez eux, puis à Rennes, au Mans, à Chartres et enfin donc dans la capitale, Thierry Gandillot.
Oui, et à l'origine de cette manifestation, une rencontre des lycéens de Lorient avec un homme qui avait pendant plusieurs mois partagé la cellule d'un détenu argentin. Ce prisonnier politique argentin, nous l'avons connu par l'intermédiaire de Miguel Benassayag, qui lui a été libéré et qui a fait une conférence dans notre lycée. Bon, de là, les lycéens ont été sensibilisés et le mouvement s'est créé. Alors aujourd'hui, on n'est pas venu seulement pour Mario Burgos, nous sommes passés aussi à l'ambassade du RSS et à l'ambassade d'Afrique du Sud, parce que nous défendons aussi 5 enfants sud-africains et Lysenko, qui sont enfermés, les Sud-Africains, pour avoir manifesté contre l'expulsion de leur bidonville, et le Russe pour délit de religion, c'est-à-dire que sa religion n'est pas autorisée. Alors maintenant, nous avons environ recueilli 3000 lettres, mais alors à Lorient, on est connu, la presse locale nous a donné une bonne audience, et donc on veut un petit peu sortir de Lorient et se faire connaître ailleurs. Pourquoi vous avez choisi des Argentins, des Russes ou des Sud-Africains précisément? Parce que le mouvement est apolitique. Et donc on n'a pas voulu soutenir seulement un Argentin, on a voulu toucher un petit peu à tout. Mais comme on n'est pas assez nombreux, on a choisi des pays un peu représentatifs de la violation des droits de l'homme dans le monde. Est-ce que vous pensez que plusieurs lycées pourraient prendre comme ça à leur charge divers détenus dans le monde? On attend que ça d'ailleurs, que tous les lycéens qui sont intéressés nous écrivent, et que tous les gens, même pas seulement les lycéens, écrivent à l'ambassade d'Argentine, à l'ambassade du RSS et nous aident à libérer Mario Burgos, parce que c'est possible, et les autres aussi. Les Français et l'Ardevance, eh bien 53% des personnes interrogées par Télé 7 jours la trouvent trop élevée, mais 60% la jugent quand même supportable. À nouveau des incidents la nuit dernière dans les banlieues de l'Est lyonnais, 2 blessés à Vaux-en-Velin, à Vénissieux et Villeurbanne, un gendarme et un CRS. Alors aussitôt nous avons dépêché sur place l'une de nos équipes pour essayer de comprendre avec Laurent Massardier d'où venait cette agitation quasi permanente. Ces vitres brisées, c'était il y a quelques jours à Vénissieux. Et ces voitures calcinées, c'était ce matin au même endroit, à la ZUP des Minguettes, le résultat d'une nuit mouvementée. Hier soir, en effet, des jeunes se livrent à un rodéo de voitures dans les rues du Grand Ensemble. Un gendarme en civil intervient. Il est agressé et transporté à l'hôpital Édouard Herriot. Des cyclomoteurs, des motos et des voitures seront alors incendiés. Spectacle habituel, semble-t-il, pour ce quartier de la périphérie de Lyon, mais un spectacle auquel les habitants sont de plus en plus allergiques. À ma connaissance, il se peut qu'il y ait des gens qui, il ne faut pas appeler ça des milices, mais qui éventuellement sont assez vigilants en ce qui concerne, disons, leurs propriétés, enfin leurs abords. Donc le problème est très grave. Absolument grave, il est. Il est très très grave. Il est très très grave. Et il est le fait, je pense que, du fait que c'est une minorité, et ces actions sont disons, le fait d'une minorité, et que ces gens sont pris sur le fait en flagrant délit, sont relâchés pratiquement 48 heures après. Et ils viennent vous narguer sous vos fenêtres et vous insultent et systématiquement, c'est systématique. Vénissieux n'est pas seul dans son cas. Hier soir, à Vaux-en-Velin, à Bron et à Villeurbanne, des incidents presque identiques se sont produits. Au départ, des rodéos de voitures bruyants qui dégénèrent en affrontements à coups de pierres et de boulons avec la police. Bon, déjà, il y a beaucoup trop de gens sur très peu de surface, et puis il n'y a pas grand-chose comme activité. Déjà, au départ, ils n'auraient jamais dû construire ça, mais enfin, maintenant, les solutions, c'est difficile. Des solutions, il en existe. La plus tentante, la plus facile aussi, c'est la répression. Une solution que les maires de la région appellent de leur vœu. Pour eux, en effet, il s'agit d'un phénomène de délinquance classique et de rien d'autre. Nous demandons à ce que les actes de banditisme soient effectivement réprimés. En même temps que nous demandons un développement des moyens de prévention, en même temps que les moyens pour la commune de développer sa politique sociale et culturelle, ainsi qu'elle l'a toujours fait, mais il y a évidemment besoin de faire davantage. Demain s'ouvre en Avignon un colloque international organisé par l'INRA et le CNES sur l'interprétation, en particulier en agriculture, des images que nous envoient certains satellites. C'est ce qu'on appelle la télédétection. C'est une technique qui permet déjà d'évaluer les futures récoltes en céréales, et l'on sait déjà que cette année, par exemple, la production sera excellente. En 1984, la France lancera son propre satellite, Spot, et Philippe Dumez nous explique ce qu'est la télédétection et ce que l'on peut en attendre. À quoi peut bien servir ce travail qui consiste à mesurer la surface des feuilles d'un champ de maïs? Eh bien, ce travail ou d'autres du même type sont impératifs pour avoir un modèle d'interprétation des images transmises par un satellite. En effet, celui-ci transmet une image qui n'est finalement que le reflet du sol.
Tout le problème de la télédétection consiste donc à interpréter ce reflet pour savoir en fonction de sa densité qu'il indique que la plante pousse bien ou mal, qu'elle a soif ou qu'elle est malade. On pourra donc, en fonction des images reçues, suivre l'évolution d'une culture parce que l'on aura fait au préalable ces études au sol avec les mêmes appareils que ceux qui sont embarqués dans l'espace. Il s'agit surtout de radiomètres, c'est-à-dire une caméra qui regarde les longueurs d'onde visibles de la lumière et invisibles des infrarouges ou de la température. Alors ici nous voyons un couvert de maïs et là nous voyons la réponse thermique du couvert de maïs. Alors ici nous avons les températures les plus basses et qui correspondent aux zones d'ombrage. Ensuite voilà le feuillage et puis si nous montons, nous allons voir apparaître ici le sol nu. Entre la température la plus basse et la température la plus élevée, il y a un écart de l'ordre de 20 degrés centigrades. Si une culture est correctement alimentée en eau, elle pourra avoir une température plus basse qu'une culture qui sera moins bien alimentée en eau. Donc on pourra voir des différences qui existent entre ces deux cultures. Et on pourra donc utiliser ces données, par exemple, pour faire des avertissements pour l'irrigation. Les agronomes de l'Hydra font également les mêmes études sur la forêt où la télédétection permet déjà de voir le début d'une attaque de parasites. Après les études au sol, on commence par aller un peu plus haut dans le ciel avec un avion où sont embarqués des appareils assez sophistiqués. On arrive ainsi à faire un nombre de mesures considérable et à stocker les images sous forme numérique. Il importe aussi de connaître l'axe de prise de vue d'une image parce que si elle est oblique ou verticale par rapport au sol, le message que l'on pourra en retirer n'en sera pas forcément le même. À chaque observation correspondra une vérification au sol, mais pour simplifier ce travail, on essaye d'utiliser l'ordinateur qui saura que cette image numérisée est par exemple un champ de blé qui a soif. Ce système devrait permettre dans certains cas des vérifications sans toucher aux plantes. L'électronique permet aussi de modifier les couleurs d'une image, mais encore faut-il savoir quelle valeur et quelle signification leur donner. Tous ces travaux ont pour but d'utiliser au mieux les images que le futur satellite Spot enverra en 84. L'affaire d'Oriol, Isabelle Béchler, qui se trouve à Marseille, nous fait savoir que Pierre de Bizet n'est toujours pas sorti de la prison des Baumettes, mais que cette libération est imminente. D'ailleurs, l'épouse du secrétaire général du SAC et son avocate sont déjà sur place. Je pense que c'est d'abord une victoire pour la justice. Maintenant, il faut laisser l'instruction se terminer et voir quels sont les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et je pense qu'en l'état de la procédure, la mise en liberté de M. de Bizet était quelque chose de normal, puisque les charges du dossier contre lui étaient inexistantes. De toute façon, ça fait 30 ans que je l'aime et je l'aimerai encore pendant 30 ans. Et vous avez toujours été confiante? Ah oui, parce que mon mari, tu le sais. Toujours aidé. Voilà, en tennis, eh bien, c'est demain que Yannick Noah affrontera Björn Borg pour les huitièmes de finale du tournoi de Flushing Meadows. Björn Borg qui lui a expédié son adversaire, David Carter, en 3 petits sets, 6-2, 6-2, 6-2. Autre favori, mais lui en difficulté, Jimmy Connors, qui a eu bien du mal au 5e set et au tie-break. Vainqueur en 78, finaliste en 79, demi-finaliste l'année dernière, Jimmy Connors, en fond de cours, le chouchou du public new-yorkais, a bien failli disparaître prématurément dès les 16e de finale de Flushing Meadows. Signe de déclin du champion américain, en tout cas, avoue-t-il, je n'ai qu'une obsession, gagner encore l'US Open avant de mourir. Hier, il a dû se battre pendant plus de 4 heures pour se débarrasser d'Andrés Gomez, un jeune équatorien de 21 ans, classé 50e joueur mondial. Gomez devait remporter la première manche au tie-break, puis Connors reprenait le dessus au cours des 2e et 3e sets, 6-3, 6-1. Dans le 4e set, Gomez, accrocheur, revenait et l'emportait 4-6. La 5e manche fut pathétique et l'extraordinaire faillit arriver puisque Gomez mena 3-1 dans ce dernier set. Connors réussit tout de même à revenir, s'offrant un tie-break décisif. 2 balles de match lui seront nécessaires pour mettre fin à son calvaire. Jimmy Connors a eu très très chaud. Voilà, et puis si j'ai encore la météo, on va avoir très chaud aussi demain. Laurent Boussier, vous nous prévoyez quelques orages, et beaucoup d'orages même. Oui, pas beaucoup. Non, demain, quelques orages. Ils accompagnent le passage de la perturbation qui aujourd'hui n'affectait que les régions de l'ouest, mais qui petit à petit se décale vers l'est du pays. Avant de regarder le temps pour demain, regardons les températures qui ont été relevées à 14 heures par la météo nationale et qui étaient encore toutes supérieures à 20 degrés, avec même 2 maxima. Il faisait en effet 28 degrés à Bordeaux et à Marseille.
Le temps prévu pour demain maintenant, il sera encore beau et ensoleillé sur le bassin méditerranéen et sur la Corse, alors que sur la plus grande partie du pays, des Pyrénées à la Lorraine, il sera souvent nuageux, voire couvert, avec des pluies qui prendront souvent un caractère orageux. Plus au nord, plus à l'ouest, c'est-à-dire après le passage de cette perturbation, le temps redeviendra plus variable, avec alternance de soleil et de nuages. Les températures prévues pour demain maintenant, eh bien, elles sont encore partout agréables, mais néanmoins, comme vous pouvez le constater, elles sont légèrement en baisse sur les régions de l'ouest. Pendant que vous regardez notre agenda, un mot du temps pour mercredi, la perturbation nuageuse va continuer sa route vers l'est. Elle n'affectera plus que le bassin méditerranéen et la Corse. Sur le reste du pays, le temps variable va se généraliser. Il y aura encore des nuages, mais aussi de belles éclaircies et des températures malheureusement légèrement en baisse. Bien, le dernier rendez-vous avec l'information, c'est celui que vous fixe Alain Valentini aux alentours de 23h20. Et demain, Antenne du Midi aura comme invité Nicolas Avril. Bonsoir à tous, à demain 20h.